sommes le 24 décembre, il est quasiment midi. Nous sommes donc à 12 heures de minuit, qui correspondrait à la naissance de Jésus à Bethléem. Et je voudrais vous parler justement de la question des rapports entre élite et population globale. L'intérêt de l'élite, et ce qui d'ailleurs l'a fait apparaître comme telle, c'est qu'elle est minoritaire. Et en même temps, le paradoxe, c'est que tout en étant minoritaire, elle a le pouvoir. Et ça, dans notre point de vue démocratique, ça n'a pas beaucoup de sens. Normalement, le pouvoir devrait être donné, en tout cas dominé, par le nombre. C'est un des grands mystères de notre humanité, en fait. Et pourtant, on le trouve partout. J'en ai parlé encore récemment. La source est un point, la source d'un fleuve est un point qui peut essaimer dans des tas de directions. Donc, ce qui est majeur est mineur, en quelque sorte, sur le plan quantitatif. Et c'est la source de beaucoup de confusion épistémologique et historique. Et ce qui ajoute à la confusion, c'est quand ce qui devrait être minoritaire devient majoritaire, ou du moins n'est plus minoritaire, et quand ce qui est en aval est aussi nombreux que ce qui est en amont. Alors que ce qui est en amont devrait être plus petit, moins développé que ce qui est en aval. Moins développé, d'ailleurs, c'est le mot qui convient. Parce que les choses, au départ, ne sont pas développées. Elles se développent progressivement. Et c'est ce développement qui fait que ce qui est au début est plus petit que ce qui est à la fin. Et ce qui est au début est plus petit que ce qui est à la fin, qui est plus grand, plus gros, qui a une forme plus évidente, plus perceptible. Donc, comment résoudre le problème? Comment résoudre cette équation? Elle a été résolue par les systèmes démocratiques, par le processus de l'élection, justement, c'est-à-dire de la sélection. On passe du multiple au 1. Par exemple, dans le cas de l'élection d'un président de la République au suffrage universel, que ce soit aux États-Unis ou en France, on passe du multiple et au fin de compte, au bout du compte, on a le 1. On pourrait dire que la montagne accouche d'une souris en quelque sorte. Et donc on voit bien que l'on revient au 1. On revient toujours au 1 de toute façon. On part du 1 et on revient au 1. C'est cyclique. Mais le fait est qu'aujourd'hui, nous avons une approche qui s'impose de plus en plus actuellement dans les esprits, qui voudrait que, en fait, la phase finale soit considérée comme plus importante que la phase initiale. C'est notamment ce que les femmes voudraient nous faire croire. Quand on dit les femmes donnent la vie, c'est une façon de parler. Les hommes aussi donnent la vie. Mais la phase finale est celle qui est gérée par les femmes. Et dans la plupart des cas, c'est comme ça. Et alors elles sont frustrées parce que elles tombent sur des historiens ou des scientifiques qui, eux, veulent remonter au point initial. Et ce point initial, il n'est pas facile à déterminer, il n'est pas facile à cerner, et il est surtout petit. Il est petit par rapport à la phase finale, qui est beaucoup plus grandiose, beaucoup plus globale. Mais le paradoxe, si vous voulez, c'est que la phase finale, elle est tellement finale, elle est tellement grandiose, qu'elle ne peut pas être répertoriée. On va être obligé de dire le on, la foule, la masse. On ne va pas retenir tous les gens. Par exemple, l'autre jour, j'ai vu le film Exodus. Il y a quelques acteurs qui sont importants, et puis il y a des centaines, sinon des milliers de figurants, dont on met le nom d'ailleurs au générique. Mais il est évident qu'on ne va pas retenir ces milliers de noms de figurants. On va retenir les quelques personnages centraux les quelques acteurs qui auront le rôle notamment de Moïse et de Ramsès II.
plus de la sœur de Moïse, la mère de Moïse, le frère de Moïse, Jéthro, la femme de Moïse, Tsipora, etc. Bon. Donc, on voit bien que la possibilité de nommer quelqu'un n'est possible que s'il y a un nombre limité de gens à nommer. Et s'il y a une foule de gens à nommer, on ne peut plus les nommer, on va dire la foule, la masse. Et c'est pour ça que les historiens, j'en ai parlé déjà, les historiens du féminin sont malheureux, parce que soit ils parlent de phénomènes de masse, et donc à ce moment-là, ils ne peuvent pas citer de gens, soit ils vont citer quelques personnes, quelques femmes qui n'auront pas joué un rôle absolument majeur, et donc dans un cas comme dans l'autre, ça ne marchera pas. L'histoire est une histoire au masculin. Il faut le dire comme ça. C'est une histoire qui est au masculin, qui ne retient que ce qui est à l'origine des choses, que ceux qui sont les chefs, que ceux qui sont les moteurs, et qui ne peut pas gérer le féminin, sinon par des statistiques, sinon par du quantitatif, et donc selon une problématique qui n'est pas la même que celle du masculin. L'histoire au masculin, elle s'écrit avec des noms qui sont majeurs. L'histoire au féminin, c'est des périodes, c'est des époques, c'est des mouvements, c'est des modes, mais ça ne peut pas aller au-delà. Et ce sont des modes qui, en plus, sont soumis, sont tributaires des éléments masculins, puisque l'élément masculin, c'est celui qui va générer, c'est celui qui va enclencher la profusion féminine. Un homme, par exemple, peut produire un nombre illimité d'enfants, alors qu'une femme n'en fera que quelques-uns au cours de sa vie. En principe, en tout cas. C'est comme ça que les hommes peuvent faire un enfant tous les jours à des femmes différentes. Bon, donc c'est bon. Donc il y a une économie du masculin, c'est-à-dire que c'est quelque chose de dense. Et ce qui est un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop d'hommes aujourd'hui, ce qui leur permet d'avoir un certain pouvoir quantitatif au niveau électoral, mais est-ce qu'ils ne l'auraient pas s'ils étaient minoritaires? C'est toute la question. C'est là qu'il y a un problème de contrat social à gérer. Il faudrait augmenter le nombre de femmes par rapport aux hommes, ne serait-ce que par l'immigration, c'est possible. Si la France avait les possibilités d'importer 10 millions de femmes supplémentaires, elle pourrait le faire, pourquoi pas, si elle en avait les moyens. C'est pas difficile, et c'est pas difficile de développer l'immigration vers un pays, toutes sortes de modalités. Mais la question qui se pose, c'est la question du droit de vote. On voit bien ce qui se passe en Israël. Israël est prisonnier de son système démocratique. Si les Israéliens posaient comme principe que c'était les Juifs qui avaient le pouvoir en Israël, ils pourraient avoir 3 fois plus d'Arabes en Israël. Du moment que ces gens-là n'auraient pas le pouvoir, ou du moins ne pourraient pas l'exercer aux dépens de la minorité juive. Ça aussi, c'est une façon de considérer l'État juif. Un État qui serait dirigé par des Juifs, qui serait contrôlé par des Juifs, mais qui s'ouvrirait à une population beaucoup plus large. Ce qui manque à Israël, c'est la démarche impériale. Dans un empire, que ce soit l'empire turc, l'empire français, le pouvoir est aux mains d'une minorité. Mais il vaut mieux avoir un pouvoir qui est aux mains d'une minorité et qui s'ouvre à un grand nombre de personnes qui va intégrer quelque part,